France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Ce soir, je vous emmène à la fois en Ukraine et en Russie. Essayez de sonder ce que dit la population dans les deux pays, ce qu'elle entend au jour d'après de ce pas décisif dans la guerre qu'elle envoie de chars, pas décisif mais pas miraculeux, décisif peut-être, pas miraculeux en tout cas. Ce que ces populations entendent des dirigeants notamment et dans quel tempo chacun s'installe désormais. Le bruit du monde est en Inde auprès des populations qui vivent au cœur des forêts, qui sont revenues depuis une dizaine d'années. Et comment ce sont les forêts qui leur apportent une subsistance et même qu'ils protègent. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé une pénurie d'oignons donc aux Philippines et là-bas on en consomme 20 000 tonnes par jour. La cellule de Navalny ou sa réplique installée devant l'ambassade russe à Berlin et comment la fête nationale australienne divise le pays. 18h50, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes et Pierre Benazé, on va parler néonicotinoïdes et aussi corridor pour les abeilles. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et cette question après le raid israélien sur Jénine. Combien de temps les Palestiniens vont-ils rester calmes ? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Le jour d'après, donc, après l'annonce des chars en Ukraine, le jour d'après, le feu vert allemand, le feu vert de Joe Biden aussi pour des chars Abrams. C'est dans la société civile, donc, celle des Ukrainiens, celle des Russes, que nous avons envie de plonger ce soir avec nos correspondants. Omar Waman qui est à Kiev, Sylvain Tronchet qui est à Moscou. Bonsoir à tous les deux, les amis. C'est avec vous, Omar, que je voudrais commencer. On a entendu Omar, le président Zelensky, remercier hier et dire que désormais, d'ailleurs, il attendait aussi la suite et notamment des avions. À Kiev, qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que ça dit quelque chose comme merci beaucoup, mais enfin il était quand même temps? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le sentiment est mitigé. Évidemment, que les Ukrainiens disent merci beaucoup aux Occidentaux. Mais il y a aussi le sentiment que ces armes arrivent tard, après 11 mois de guerre totale, après les massacres de Boutcha, d'Irpin, de Mariupol, de Dnipro, des dizaines de milliers de morts et de blessés. Une jeune femme me disait hier, et elle avait raison, que cette guerre n'avait pas commencé en 2022, mais en 2014 dans le Donbass et avec l'annexion de la Crimée. Donc oui, il y a de l'amertume, de la rancœur, car c'est une guerre existentielle que mènent les Ukrainiens. C'est la survie de l'Ukraine qui est en jeu en tant que jeune démocratie. Ils n'ont pas d'autre choix que de se battre car ils protègent leur pays, que derrière eux, beaucoup me l'ont dit, il y a leur famille, leurs proches, leur maison, une guerre d'une intensité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. On l'a répété, on parle beaucoup de Verdun. Eh bien, on y est, Fabienne. Les Russes perdent beaucoup d'hommes et les Ukrainiens aussi. Mais jusqu'à quand? Et à ce stade, il n'y a aucune perspective de négociation et de paix. Pour les Ukrainiens, Poutine doit absolument perdre cette guerre pour être débarrassé de cette menace qui pèse sur eux depuis trop longtemps. Et alors Omar, la réponse russe, elle est venue avec des bombardements massifs, on l'a vu, on l'a entendu. J'imagine que les Ukrainiens s'attendaient à une réaction de ce genre, comme c'est le cas d'ailleurs à chaque fois qu'il y a, pardon, j'y mets des guillemets, un temps fort dans la guerre. Donc on le sait, on s'y prépare, ça veut dire ça aussi. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Ça a commencé comme à chaque fois avec, dans la nuit, des drones Shahid, de fabrication iranienne, et ensuite des bombardements de missiles avec des alertes aériennes dans tout le pays. Mais ce qu'il faut noter, et ça c'est intéressant, c'est que la population, en tout cas ici à Kiev, a beaucoup moins peur, comme habituée par ces bombardements, par ces missiles, une trentaine aujourd'hui, qui ont été en grande partie interceptés par les défenses aériennes ukrainiennes. Il y a une forme de résilience. J'ai vu dans mon quartier, moi j'habite près de Maïdan, des gens vaquer à leurs occupations, les commerces sont ouverts, la circulation n'est pas interrompue, les gens vivent en se disant que ça va passer. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut paraître totalement surréaliste. Avec les bombes, avec la guerre énergétique qui évidemment se poursuit, on est en plein hiver, des coupures il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Il fait froid, très froid, les températures sont négatives et Poutine le sait, il veut pousser les Ukrainiens à capituler coûte que coûte. 2 sites énergétiques ont été touchés aujourd'hui à Odessa, il y a des coupures d'électricité dans le pays. Ça fait partie de la stratégie de la Russie, mais les Ukrainiens s'y sont préparés. Il faut savoir qu'ils ont installé plus de 4000 centres d'invincibilité, ce sont des refuges dans tout le pays où la population peut venir se réchauffer, se connecter à Internet, se soigner ou bien se ravitailler. Il y a beaucoup de solidarité en Ukraine, beaucoup d'associations qui viennent en aide aux plus démunis, notamment dans les régions où les combats font rage, comme dans le Donbass. De nombreux volontaires, parfois étrangers, risquent leur vie pour aider les plus vulnérables. Mais est-ce que ça veut dire, Omar, que le peuple ukrainien est toujours à 100% derrière Zelensky? C'est-à-dire, il n'y a pas de question, il décide qu'on va jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout.
C'est incroyable. Il est très très soutenu. Il a quasiment tous les Ukrainiens derrière lui car il a adopté une logique jusque-boutiste qui plaît ici en Ukraine car c'est la première fois depuis 2014 que les Ukrainiens peuvent espérer libérer le Donbass et la Crimée. C'est ce que veulent les Ukrainiens. Repousser la Russie jusqu'aux frontières de 1991, lui imposer une défaite humiliante pour la dissuader de recommencer dans les prochaines années. C'est en ce sens que, en fait, le projet de Zelensky se rapproche de celui de Biden, le président américain, défaire la Russie de Vladimir Poutine une fois pour toutes, ce qui signifie que si Zelensky acceptait de négocier avant d'avoir chassé les soldats russes d'Ukraine, ce que réclament certaines voix en Europe, eh bien, il est fort à parier qu'il ferait face à une très forte opposition d'une grande partie de sa population qui ne lui pardonnerait pas. Or, il faut savoir que Zelensky a fêté hier ses 45 ans. Son avenir politique en serait compromis. Ça veut dire, pour la population et que vous avez rencontré, Omar, épuisement certes, probablement, mais c'est le prix à payer, donc on ira jusqu'au bout. Ouais, ça veut dire au fond qu'ils n'ont pas le choix. Toute la société s'est mise au service des soldats ukrainiens. Tout le monde regarde vers une direction, la victoire. Il ne peut pas en être autrement. Volodymyr Zelensky, toujours, disait il n'y a pas si longtemps, Kiev se battra jusqu'au bout sans aucune concession ni compromis avec la Russie. C'est ce qu'il disait dans un discours à la nation le jour de l'indépendance de son pays. Il a déclaré, je cite, nous allons nous battre pour notre terre jusqu'au bout, c'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. C'est ce discours que les Ukrainiens plébiscitent parce qu'ils ne laissent aucune place à la défaite. Non, mais c'est vrai, malgré tout, que tout ça fait des dégâts qui sont considérables. Vous l'avez vu, vous, de première main, si je puis dire, pendant les combats de Soledar où vous y étiez. On a parlé du rouleau compresseur russe. On a dit même que les Russes sacrifiaient leurs soldats. En face, il y a des Ukrainiens qui sont toujours au-delà de l'armée régulière, les volontaires du début de la guerre. Ça veut dire quand même que ce pays est en train de perdre toute une génération de très jeunes gens qui est en train de mourir au front. Ça veut aussi dire ça. Ouais, c'est ça. C'est d'une tristesse absolue, Fabienne. C'est toute une génération qui est en train de disparaître. L'armée ukrainienne ne communique pas sur ses pertes, mais selon plusieurs sources, elles sont démentielles. Tous les jours meurent des jeunes qui sont dans la force de l'âge, issus de tous les milieux. Il y a des poètes, des cinéastes, des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des ouvriers. C'est une hécatombe, car les combats sur le front sont extrêmement violents. La Russie a jeté toutes ses forces dans cette bataille. La milice Wagner a recruté des prisonniers de droit commun et elle avance tel un rouleau compresseur. C'est vraiment l'image qu'il faut avoir. Et ces soldats ukrainiens ont le plus grand mal à contenir ce rouleau compresseur. On se souvient, Omar, qu'au début de la guerre, au tout début de la guerre, Volodymyr Zelensky a fermé ses frontières aux hommes jusqu'à une soixantaine d'années, en disant qu'on pouvait avoir besoin d'eux, et ils se sont portés volontaires à ce moment-là. Est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui des volontaires pour aller se battre, pour aller au front? Est-ce que ce rythme-là est le même qu'au début du conflit? Alors, il est difficilement tenable, mais à ce stade, il y a toujours autant de candidats pour aller au front, mais les pertes sont, je l'ai dit, très importantes. Et l'Ukraine, contrairement à la Russie, ne dispose pas d'un réservoir inépuisable, d'où l'importance pour Kiev de gagner cette guerre le plus tôt possible pour épargner des vies, pour retrouver une vie normale, car aujourd'hui, effectivement, tout tourne autour de cette guerre contre la Russie. Le plus tôt possible, vous dites, est-ce que c'est ça aussi la raison pour laquelle Zelensky avait pressé tellement les Occidentaux pour ses chars? L'idée d'une offensive du printemps qui pourrait peut-être accélérer les choses et éviter peut-être de prendre de court, d'ailleurs, et permettre, de prendre de court les Russes dont on sait depuis des semaines que peut-être ils envisagent eux aussi une forte offensive à un moment pour, j'y mets des guillemets encore une fois, avancer plus vite, voire en finir. Alors ici, en Ukraine, on se prépare à tout. On se prépare à une offensive russe depuis la Biélorussie. La Biélorussie, c'est l'allié de Moscou, à une attaque depuis la Crimée. Mais une chose est certaine, c'est que le moment est décisif. C'est ce que me disait Mikhail Podolyak. C'est l'éminence grise de Zelensky, son principal conseiller. Donc pour Kiev, il faut prendre la Russie, Moscou de vitesse et profiter de l'arrivée de ces chars de combat occidentaux, ces chars extrêmement performants pour percer les lignes russes et porter le coup de grâce à la Russie. Omar Ouaman avec nous depuis Kiev pour France Inter. Merci beaucoup Omar. Je voudrais me tourner vers vous, Sylvain Tronchet. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Fabienne. En Russie, bien sûr, sonder l'opinion russe. Sylvain, on sait bien que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Mais ce qui est remarquable et que tout le monde a noté, c'est qu'on n'entend personne chez vous. Dans les hautes sphères du pouvoir, on n'entend pas Vladimir Poutine. On n'a rien entendu d'officiel, en tout cas, sur ce point important de la guerre qu'étaient les chars hier. Qu'est-ce qui se passe en termes de paroles officielles ?
Vu d'ici, très honnêtement, Fabienne, ça n'est pas très surprenant. Je sais que dans les rédactions, on attendait la réponse face à ce qu'on peut qualifier peut-être, on verra, l'avenir le dira, de tournant, en tout cas dans l'attitude des Européens, des Occidentaux. Mais non, la non-réaction d'un officiel de haut niveau, de Vladimir Poutine lui-même ou de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au fond, n'est pas très étonnante. Alors, il y a bien eu des réactions de Dmitri Peskov, hein, le porte-parole du Kremlin, lors de son point presse quotidien, mais au fond, il n'a fait que répéter ce que dit le pouvoir depuis des semaines. Alors, d'un côté, on peut se dire que ça veut dire que c'est pris au sérieux. Vladimir Poutine ne commente jamais les mauvaises nouvelles. Hein. Par exemple, il n'a jamais réagi après la perte de Kherson ou le naufrage du Moskva, hein, par exemple. D'un autre côté, ce que ça acte, en fait, je pense surtout, c'est le fait que les dirigeants russes ne parlent plus à l'Occident. Vladimir Poutine, par exemple, jusqu'en septembre, il avait des conversations avec certains dirigeants européens parfois tendus, c'est un euphémisme, mais c'est fini. Moscou ne répond plus. Un diplomate européen me disait récemment qu'il n'avait plus aucun contact avec ses homologues russes. Le dialogue est rompu et finalement c'est ce qu'acte cette non-réaction d'un officiel de haut rang russe. Alors silence du côté des officiels de haut rang. En revanche, et vous avez eu l'occasion de le raconter brièvement sur Inter ce matin, il se passe des choses à la télévision, il se passe des choses dans les talk-shows, il se passe des choses à la télé russe, et j'allais dire des choses vraiment importantes que peut-être on n'avait pas entendues depuis le début de cette guerre d'ailleurs. Oui, on est toujours un peu plus haut dans l'outrance du côté des propagandistes qui effectivement agissent avec l'assentiment du pouvoir, l'assentiment tacite du pouvoir, bien entendu. On parle de la télévision gouvernementale, la seule qui existe, de toute façon, en Russie, où là, la machine propagandiste tourne à plein, et le fait que ce soit l'Allemagne, par exemple, qui ait décidé de l'envoi de chars lourds, est récupéré de façon extrêmement brutale. Hein. On dit que l'Allemagne devient une cible légitime dorénavant pour les missiles russes. On parle de quatrième Reich. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, est traité de crétin. Annalena Baerbock était appelée hier soir Miss Ribbentrop, référence au Troisième Reich encore, en oubliant d'ailleurs que le diplomate allemand est celui qui avait signé le pacte germano-soviétique et qu'il avait plutôt de bonnes relations avec son homologue soviétique Vyacheslav Molotov. Mais bon, tout cela n'est pas grave parce que dorénavant, dans cette logique-là, l'Union soviétique est glorifiée parce que c'est celle qui a gagné la guerre contre les nazis et que dans la rhétorique du pouvoir, cette guerre contre l'Ukraine est une nouvelle guerre contre les nazis, quitte à réécrire complètement l'histoire. Hein. L'URSS est présentée comme la seule vainqueur du nazisme face à des Européens coalisés derrière le Troisième Reich. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine récemment. Quant au rôle des États-Unis dans cette guerre, il n'est jamais évoqué. C'est beaucoup plus pratique pour le pouvoir, évidemment, qui prétend qu'à nouveau, il mène une guerre que pour sa survie face à un Occident coalisé. Et ça, en même temps, Sylvain, c'est un peu le fil rouge des Russes depuis le début de ce conflit. La réécriture de l'histoire, une réécriture, celle de Poutine et celle d'une partie de je vais le mettre entre guillemets encore une fois, des nostalgiques de cette URSS-là. Bien entendu, et surtout, ça n'est pas anodin d'utiliser le parallèle avec la Grande Guerre patriotique, hein, comme on appelle ici la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il faut bien comprendre ce que cette guerre représente en Russie. Hein. Ça a été 27 millions de morts, et pour les survivants, des souffrances immense. Le prix payé par la population russe soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale est incommensurable. On peut même pas imaginer en France ce que ça représente, et même 3 ou 4 générations plus tard, quelque part, il est toujours inscrit dans la mémoire collective et en plus savamment entretenu par le pouvoir depuis des années. Et utiliser ce parallèle, c'est clairement passer le message que la guerre va durer, qu'elle va exiger des sacrifices parce que les sanctions notamment ont déjà des effets. Elles vont en avoir encore plus dans les mois qui viennent. Le budget de l'État russe est lourdement grévé par le coût de la guerre qui est énorme, et l'État russe ne pourra plus à un moment amortir le choc comme il le fait actuellement. Et utiliser ce parallèle, c'est préparer la population à ces sacrifices qui arrivent, sans parler d'une éventuelle deuxième vague de mobilisation dont la rumeur circule ici et qui est sur toutes les lèvres. Alors précisément, parce qu'on parlait de guerre longue tout à l'heure avec Omar en Ukraine, l'idée d'une guerre qui sera longue, vous nous dites qu'elle est installée là aussi dans l'esprit des Russes, et y compris dans l'esprit de monsieur, madame tout le monde dans les rues de Moscou. Oui, clairement, effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine résignation. Encore une fois, vous l'avez dit en préambule, il est très difficile de sonder
l'opinion des Russes, mais aujourd'hui, pour en parler avec un certain nombre de Russes, quel que soit d'ailleurs leur attachement, leur lien avec le pouvoir, et parfois soutenir le pouvoir ne veut pas dire forcément soutenir la guerre en Ukraine, mais ce que l'on voit quand même des quelques études d'opinion fiables sur lesquelles on peut s'appuyer, par exemple, c'est une très nette montée de l'inquiétude. Et quand vous répondez à un sondage en Russie que vous êtes de plus en plus inquiet, d'une certaine façon, c'est un moyen d'exprimer, sinon votre opposition à cette guerre, en tout cas le fait que, clairement, vous êtes de plus en plus mal à l'aise avec la situation. Et avec aussi des messages qui sont envoyés à la population. Le premier étant, c'est vous qui me l'avez raconté, une série de nouvelles mesures, là, toutes récentes, donc hier, aujourd'hui, contre les ONG, contre la Fondation Sakharov, qui, évidemment, envoie des messages à la fois à nous, les Occidentaux, évidemment, et aussi à la population russe. Oui, clairement, effectivement, ces 2 derniers jours, il y a eu un certain nombre de décisions, de déclarations qui ont montré que le régime russe est aussi en train de se replier sur lui-même et verrouille en fait les derniers espaces de liberté qui pouvaient encore subsister dans la société. Hier, effectivement, on a appris que la justice a dissous le groupe d'Helsinki. C'était la plus ancienne ONG de défense des droits de l'homme en Russie. Elle avait été créée sous l'Union soviétique en 76. Aujourd'hui, vous le disiez, c'est la Fondation Sakharov, du nom d'Andrei Sakharov, le plus célèbre dissident soviétique, prix Nobel de la paix, qui cette fondation a été expulsée par la mairie de Moscou du bâtiment qu'elle occupait depuis 93. Tout cela est très symbolique parce que finalement ces associations, ces ONG également, elles venaient tordre le discours du pouvoir d'une URSS nécessairement glorieuse et glorifiée. Et puis ce n'est pas tout, parce qu'on a appris aujourd'hui également le classement de Meduza comme organisation indésirable. Alors Meduza, c'est l'un des meilleurs médias russes en exil. Ils ont un site en russe, un site en anglais. C'est une excellente source d'information et d'analyse sur ce qui se passe en Russie. Et ce classement organisation indésirable, ça veut dire que dorénavant, publier un lien vers un article de Meduza sur ses réseaux sociaux, ou pire encore, collaborer avec eux, ou encore pire, leur envoyer de l'argent, est susceptible de poursuites pénales. Et si on cherche, pour revenir à ce qu'on disait au début, la réponse de la Russie à cette amplification de l'aide occidentale, elle est peut-être ici finalement, à l'intérieur de la société russe, dans ce repli, cette bunkérisation en quelque sorte du pouvoir. Sylvain Tronchet, merci beaucoup. Vraiment Sylvain, on salue Omar Ouaman aussi qui était avec nous à Kiev. Merci à tous les deux, à très bientôt bien sûr, dans Un jour dans le monde. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite, ça se passe en Inde, au milieu des populations dont les villages jouxtent des espaces naturels forestiers. Depuis quelque temps, ils ont repris possession de ces espaces qui les nourrissent, qu'ils protègent aussi, vous l'entendrez. Et puis la bande du jeudi qui nous emmène jusqu'à 19h, Sébastien Logénie sous les radars. C'est jour de fête nationale en Australie aujourd'hui, une journée dénoncée par les autochtones qui voient la célébration de leur disparition. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme tous les jeudis avec Pierre Benazet. Bonsoir Pierre. Oui, contre les nécotinoïdes, les errements de la politique sanitaire européenne, l'avenir pour les abeilles qui font bzzz et aussi en passant pour les animaux domestiques bataves. Eh ben dites donc, il y en aura du monde. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four, bonsoir. Bonsoir à tous. Après le raid israélien sur Jénine ce matin, le calme des Palestiniens est trompeur. La Cisjordanie est une bombe à retardement. A tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue. Il fait escale aux États-Unis avec Wise Blood, Grip Rain sur France Inter. He can block your sun all day. He can make you small. He has the power to take his love away. 6 hours on the grapevine. I feel kidnapped this time, 'cause my baby thinks he always believes that he's always right, but I still think of him at night.
Le bruit du monde est en Inde ce soir, au milieu des populations tribales qui, depuis une dizaine d'années, reprennent doucement le contrôle des espaces forestiers qui entourent leur village. Depuis l'époque coloniale, c'était interdit par le service des forêts qui considérait que ses habitants allaient détruire ces espaces naturels. À l'inverse, dans beaucoup de cas, la gestion des populations tribales est meilleure. Elle entraîne une régénération des forêts, ce qui leur permet aussi de vendre certains de ces fruits, des feuilles, etc. L'autre avantage, c'est que ça freine l'exode rural. Nous sommes dans les forêts de l'État du Maharashtra. C'est au centre de l'Inde et le reste, c'est Sébastien Farsi qui raconte. D'énormes feuilles de teck tapissent le sol de la forêt et craquent sous nos pas. Ghanshyam Nagle vit dans le village de Nayakela qui borde cette forêt et il a un sourire fier en nous montrant un de ses arbustes. Ce sont des plantes médicinales. Celle-ci permet de soigner les blessures. Vous les bouillez et les placez sur la blessure d'une chèvre, par exemple. Et cela la soulage et cicatrise sa plaie. Cela est bénéfique pour nous aussi. Avant, les gardes forestiers nous empêchaient de récupérer ces plantes. Il fallait les corrompre pour accéder à cette forêt. Ils pouvaient même nous arrêter. Maintenant, c'est notre forêt, notre royaume. Comme plus de 100 000 villages en Inde, cette localité du centre du pays a utilisé une loi de 2006 qui met fin à cette gestion coloniale de la forêt et permet enfin aux communautés forestières comme la sienne d'accéder et de gérer leur jungle mitoyenne. Ce qui les incite aussi à entretenir cet environnement, comme nous montre Ghanshyam. Il nous emmène pour cela vers une partie dense de leur forêt de 630 hectares. Nous avons creusé 2000 grandes fosses comme celle-ci. Cela permet que les eaux de pluie pénètrent bien dans la terre. Cela stabilise aussi le sol et irrigue tous les arbres alentours. Et maintenant, dans les champs environnants, les paysans peuvent planter 2 récoltes par an, contre une seule auparavant. Un peu plus au nord de cet état du Maharashtra, dans le village de Raou, les villageois ont aussi obtenu, il y a 8 ans, la gestion de leur forêt de 4600 hectares, qui comprend une énorme plantation de bambou. Mongidal Nandu Boussoum, qui supervise la coupe, explique les changements que cela a entraîné. Auparavant, nous étions payés un tarif misérable pour chaque tige coupée. Donc, on coupait tout. Et les superviseurs du service des forêts ne disaient rien. Maintenant que ça nous appartient, on a triplé les salaires et nous faisons attention à ne couper que le nécessaire. Nous empêchons aussi le pâturage sauvage qui tue les pousses. La forêt est donc plus dense et nos revenus ont fortement augmenté. Les ventes de bambou ont rapporté 650 000 € l'année dernière. Ces importants revenus permettent maintenant d'engager plus de gardes forestiers ou de coupeurs. Et cela a fait disparaître un fléau, celui de l'exode rural. Barad Ramoud Roui, un habitant de Raou de 33 ans, raconte en revenant de la plantation avec nous. Avant, je laissais ma famille et partais pour 4 mois par an pour travailler comme ouvrier au Kerala ou au Bangalore. Car au village, il n'y avait pas beaucoup de travail. Maintenant, on peut trouver du travail toute l'année ici, donc on reste. Aujourd'hui, 6% de la superficie forestière indienne est gérée ainsi par ces communautés tribales. Une étude environnementale menée sur plusieurs années dans un de ces villages montre que la forêt se régénère et que les espèces d'arbres se diversifient. Un succès reconnu par les pouvoirs publics qui géraient avant ces forêts. Parveen Singh Pardeshi est haut fonctionnaire et ancien responsable de l'administration forestière dans cet état du Maharashtra. La gestion communautaire de la forêt de ce groupe de villages est la seule manière de préserver les forêts indiennes. Mais cela fonctionne car elles ont de bons dirigeants qui ont réussi à édicter et faire respecter de bonnes règles de protection au nom de l'intérêt collectif. Cela n'est pas facile car ces règles ne sont pas toutes écrites dans la loi et ne sont donc pas imposables légalement. Ces règlements sont édictés par l'assemblée du village, appelée Gram Sabha, qui réunit tous les habitants adultes et qui est donc devenu un organe puissant. Ce soir-là, l'assemblée se retrouve au village de Paivihir à l'appel des tambours.
Hommes et femmes commencent par une danse synchronisée en rond, une manière d'accorder les corps et les esprits avant de décider de leur avenir commun et de celui de leur forêt. Baboulal, un des leaders du village, est ravi. Beaucoup plus de gens participent maintenant à cette assemblée, car nous avons obtenu un vrai pouvoir. Sébastien Farcy pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Nous sommes dans les rues de Sydney, Sébastien, avec des milliers de manifestants qui ont marché ce matin contre la fête nationale australienne. L'Australia Day, célébré tous les 26 janvier, chaque année depuis près de 30 ans, une date de plus en plus contestée dans tout le pays, car la fête nationale australienne commémore l'arrivée de la première flotte britannique sur le continent australien, dans le port de Sydney, c'était en 1788, et c'est le début de la colonisation qui va s'accompagner d'une hécatombe chez les aborigènes, 10 000 indigènes tués dans 400 massacres recensés par les historiens, au point qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 900 000 autochtones sur les 25 millions d'Australiens. Les autochtones dont les militants demandent aujourd'hui de changer la date de la fête nationale, voire même de l'annuler définitivement. On entend ici Paul Silva, militant autochtone à la tribune, qui salue les nombreux manifestants venus exiger l'abolition de cette journée nationale. Il y a beaucoup d'opinions sur le changement de date, dit-il, mais si vous changez la date, nous ne la célébrerons pas non plus. Assez, c'est assez. Arrêtez de tuer les peuples des Premières Nations. Car derrière cette fête nationale controversée, il y a des revendications beaucoup plus profondes qui montent depuis des années, et notamment le fait pour les peuples autochtones d'être mentionnés dans la Constitution du pays, ce qui n'est toujours pas le cas. La gauche plaide pour un amendement de la Constitution, mais les conservateurs s'y refusent. C'est un référendum qui va trancher la question. Ce sera cette année obligatoire pour tous les citoyens australiens. Une réplique de la cellule d'Alexeï Navalny exposée devant l'ambassade russe à Berlin. C'est une initiative des soutiens du principal opposant à Vladimir Poutine, emprisonné depuis 2 ans maintenant dans les geôles russes. On peut y voir la réplique du mitard dans lequel Alexeï Navalny passe le plus clair de son temps, puni régulièrement. Une cellule de béton nu d'environ 3 mètres de long sur 2 mètres de large, une petite fenêtre, un lavabo, des toilettes au sol et un lit replié pendant la journée, car Navalny doit rester debout pendant toute la journée. On entend là des Allemands venus visiter cette copie de la cellule, y passer quelques secondes. De voir ça, ça fait du mal, raconte cette visiteuse de prison. Je suis sidéré par sa force, surtout sa force mentale. À sa place, je serais désespéré. La vraie cellule, elle, est située dans la colonie pénitentiaire de haute sécurité, l'Ika6 de Melkovo, à 250 km de Moscou. Connue pour ses abus systémiques sur les détenus, un endroit monstrueux selon les proches de Navalny. L'opposant y est régulièrement envoyé à l'isolement, donc, pour des prétextes toujours plus baroques. Un uniforme mal boutonné, alors qu'on ne lui donne que des uniformes trop petits, ou une cour mal balayée. Les gardiens y jettent volontairement des feuilles. L'installation à Berlin est ouverte 24 heures sur 24 jusqu'au 23 février prochain, c'est-à-dire la veille du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine. On termine aux Philippines, Sébastien, où l'oignon est devenu une denrée rare et très chère. L'oignon, ingrédient clé de la cuisine philippine, qui vaut aujourd'hui, tenez-vous bien, 3 fois plus cher que le poulet, 30% plus cher que le kilo de bœuf. 1 kilo d'oignon se vend aujourd'hui 10 €, c'est 10 fois plus que la moyenne nationale et c'est plus que le salaire moyen minimum philippin. L'oignon philippin devenu le plus cher au monde. La raison est connue, l'inflation frappe le pays depuis des mois, plus 8%, un sommet depuis 15 ans. Et à cela se sont ajoutés les méga typhons de l'an dernier qui ont dévasté une grande partie des plantations, au point que l'oignon est devenu un objet de contrebande aux Philippines. Les JT philippins ouvrent régulièrement leurs journaux par des saisies records d'oignons. Fin décembre, les douaniers ont saisi pour 300 000 € d'oignons jaunes. 2 jours plus tôt, c'était une cargaison qui provenait de Chine et d'une valeur de 350 000 € qui était cachée dans des boîtes de pâtisserie. Le problème est tel que le gouvernement et le président Marcos s'en sont emparés. Le président qui réfléchit à un moyen de vendre légalement ces oignons
oignons de contrebande et surtout à importer des oignons de l'étranger. 21 000 tonnes doivent arriver demain. Les Philippins, en revanche, en consomment 20 000 tonnes par jour. Eh ben, dites-moi, mais qui l'eût cru? Merci beaucoup, bien sûr, Sébastien on Legénie. Bien sûr, vous partez avec le groupe Love. Everybody's Gotta Leave, ça date de 74. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live, yes they do, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said if you're with me I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said if you're with me I'll never go away, because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live, before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live, before you know the reason why. Yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why. Everybody's Gotta Leave, le groupe Love sur France Inter. Pierre Benazé depuis Bruxelles, tout Love lui aussi, comme chaque jeudi. France Inter. Je suis venu vous parler d'Europe. The European Union en général. Un jour dans le monde. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Pierre, ce soir, on parle à nouveau de pesticides, de néonicotinoïdes. D'abord, puisque la Cour de justice de l'Union a torpillé les dérogations accordées par une dizaine de pays pour permettre leur utilisation malgré leur interdiction européenne en 2018. On en sait évidemment quelque chose en France, mais en réalité, Pierre, c'est là qu'une substance finalement partie d'autre parce que les Européens abusent de ces dérogations. Oui, c'est le constat que fait un rapport publié par l'ONG Réseau d'action sur les pesticides. Alors leur acronyme est anglais et ça fait PAN, voilà, c'est leur nom. En tout cas, leur rapport dit qu'entre 2019 et 2022, il y a eu pas moins de 236 dérogations de ce type qui ont été accordées. Elles concernent 14 substances interdites dans l'UE. Alors, les néonicotinoïdes qui vont donc disparaître représentaient près de la moitié de ces dérogations, mais il reste encore 13 autres substances aujourd'hui sous dérogation, avec en tête le
diquat, utilisé dans la culture de la pomme de terre, interdit depuis 2018 parce que considéré comme perturbateur endocrinien, ou encore le 1,3-dichloropropène, c'est vraiment son nom, et il est interdit en tout cas depuis 2017, et l'ONG dénonce en plus les lacunes de la législation existante pour les substances interdites, aussi le manque de données concrètes sur l'usage effectif des pesticides, et puis on peut rappeler par ailleurs qu'en décembre dernier, l'interdiction générale du glyphosate a encore été reportée d'1 an. Et c'est pour ça que dans ce contexte, Pierre, les citoyens européens appellent à l'action. Oui, ils ont déposé une pétition mardi au Parlement, signée par 1 million de citoyens qui demandent la fin des pesticides de synthèse pour 2035. Il y a donc beaucoup de travail à faire, moins qu'au Royaume-Uni en tout cas, puisque en profitant du Brexit, les autorités ont décidé d'accorder à nouveau une autorisation pour un néonicotinoïde cette année. Et du coup, la Commission s'occupe des abeilles et elle propose des corridors. Oui, des corridors, c'est un des axes du pacte en faveur des pollinisateurs que la Commission a présenté le même jour. Parmi les mesures destinées à réduire l'usage des pesticides et destinées à une agriculture plus favorable aux pollinisateurs, pour la conservation des espèces, la Commission propose des corridors BZZ ou buzz lines. Mais ça s'appelle vraiment des corridors BZZ. C'est comme ça qu'ils le traduisent eux-mêmes, c'est pas ma faute. Okay. Ils mettent surtout buzz lines parce qu'il faut faire anglais, ça fait chic. Mais voilà, donc buzz lines pour faire les petites abeilles. En tout cas, il y aura une cartographie des principales zones de pollinisation, la création de nouvelles zones d'habitat grâce à des mesures de restauration pour créer des corridors écologiques pour les abeilles et les autres. On n'est pas obligé de l'appeler buzz. Et pendant ce temps, Pierre, loin de tout ça, et encore que d'ailleurs, les Néerlandais se préoccupent de l'esthétique animale, puisque le ministère de l'Agriculture a publié un communiqué sous le titre « Aucun animal ne doit plus souffrir de son apparence physique ». Oui, en fait, les autorités néerlandaises envisagent d'interdire les animaux de compagnie qui résultent d'une mutation génétique qui serait destinée à modifier leur apparence. Le projet consiste à interdire de posséder des animaux dont l'apparence occasionne une souffrance, alors qu'il est déjà interdit de les élever depuis 2014. Le ministère va même jusqu'à envisager d'interdire que leurs photos soient publiées sur les réseaux sociaux ou alors pour des campagnes publicitaires. Des animaux de compagnie souffrent de certaines caractéristiques physiques qui sont recherchées par le propriétaire, comme par exemple des oreilles tombantes pour les chats. Ils souffrent. Oui, ça leur fait souffrir de problèmes de cartilage. C'est une mode qui existe peut-être toujours aux Pays-Bas. Le ministère cite aussi les chiens avec des museaux très aplatis qui sont souvent à bout de souffle. Donc le résultat, c'est que on fait souffrir des animaux innocents uniquement parce que nous les trouvons mignons. C'est ce que dit Pete Adema, le ministre de l'Agriculture. Alors on ne sait pas si son chien est laid, ni même d'ailleurs s'il a un chien, mais la préoccupation est apparemment réelle, même si le PVDD, le Parti pour les animaux, n'appartient pas à l'actuelle coalition au pouvoir aux Pays-Bas, mais c'est un parti important. Alors cette décision, ça concerne uniquement les animaux de compagnie. Pour l'instant, le ministère néerlandais de l'Agriculture propose pas encore de règles pour savoir combien de taches noires ou blanches les vaches hollandaises devront arborer à l'avenir. Moi je dis laissons le choix des taches aux vaches elles-mêmes. Merci beaucoup Pierre Benazé avec nous depuis Bruxelles dans Un jour dans le monde. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, 9 morts et 20 blessés. C'est le bilan d'un raid israélien sur la ville palestinienne de Jénine. En d'autres temps, cet événement aurait fait la une et aurait déclenché une vague de violence palestinienne. C'est pas le cas. Et pour vous, ce calme est trompeur. Le sujet est une bombe à retardement. C'est votre monde d'après. La Cisjordanie est en guerre. Personne n'en parle parce que c'est une guerre à bas bruit. Mais c'est une guerre. Le raid israélien de ce matin est sans doute le plus meurtrier depuis des années. L'autorité palestinienne affirme que le service pédiatrique d'un hôpital a été délibérément visé. En face, l'armée israélienne conteste avoir ciblé l'hôpital. Elle affirme avoir mené une opération antiterroriste. En tout cas, le raid de ce matin n'est pas un événement isolé. Les incursions de l'armée israélienne sont devenues quasi quotidiennes à Jénine, cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, qui abrite 20 000 réfugiés et qui est devenue la base de nouveaux groupes palestiniens radicaux. Les barrages militaires sont omniprésents. La ville est quasiment en état de siège permanent. Nom de code de l'opération israélienne, briser la vague. Au cours des 12 derniers mois, près de 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, 28 au cours du mois écoulé, autant dire un par jour. C'est le bilan le plus lourd depuis la seconde intifada, il y a près de 20 ans. Le plus souvent, à chaque fois, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Tantôt, c'est l'armée israélienne qui tire, tantôt des colons juifs. Les accrochages ont également fait 30 morts côté israélien depuis 1 an. C'est donc une guerre de basse intensité, mais la liste des victimes s'allonge chaque jour. Et il n'y a donc aucune raison pour que ça s'arrête. Cette opération israélienne a démarré sous le gouvernement israélien précédent, une coalition centriste.
Elle va sans doute en fait s'intensifier au regard de la composition du nouveau gouvernement où Benjamin Netanyahou, on le sait, a choisi de s'allier avec l'extrême droite israélienne. Ses leaders, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ne cachent pas leur opposition totale à l'idée d'un État palestinien. Pour eux, la Cisjordanie doit être officiellement annexée. Les Juifs ont un droit d'accès à toute terre située en Israël. Qui plus est, les deux hommes, avec leurs portefeuilles respectifs, contrôlent désormais une bonne partie de la sécurité en Cisjordanie. Ben-Gvir est ministre de la Sécurité, avec sous sa tutelle la police aux frontières de la Cisjordanie. Smotrich supervise le Kogatz, qui est le corps militaire qui administre le territoire palestinien. D'ailleurs, cette situation irrite une partie de l'armée israélienne qui se sent dépossédée de ses prérogatives. Une chose est sûre, elle augure cette situation d'une répression accrue dans les zones palestiniennes et elle pousse les colons israéliens à s'enhardir, à installer de nouvelles implantations. Qui plus est, Smotrich, qui est aussi ministre des Finances, a gelé 40 millions de taxes destinées à l'autorité palestinienne et Ben-Gvir entend se rendre régulièrement sur les esplanades des mosquées à Jérusalem, comme il l'a déjà fait, on s'en souvient, il y a 3 semaines. Ces postures de pyromane inquiètent d'ailleurs les États-Unis. Ils envoient leur chef de la diplomatie mardi prochain à Jérusalem et à Ramallah. Et alors pourtant, Jean-Marc, les Palestiniens restent relativement calmes et c'est assez mystérieux. Oui, il n'y a pas de flambée de violence au sens des 2 premières intifadas. Quant à l'autorité palestinienne, discrète depuis des mois, elle n'a posé son premier acte politique significatif que ce soir, avec sa décision il y a 1 heure de cesser sa coopération sécuritaire avec Israël. Alors pourquoi ce calme relatif jusqu'à présent ? Bon, d'abord, la guerre en Ukraine a fait glisser ce conflit à bas bruit sous les radars, le monde regarde ailleurs. Ensuite, les Palestiniens sont en partie résignés. Enfin, et surtout, le fossé est désormais énorme entre la rue palestinienne, les jeunes en particulier, et les dirigeants politiques de l'autorité palestinienne. Une coquille vide, Mahmoud Abbas au premier chef, vieillissant, discrédité justement par cet accord de coopération sécuritaire avec Israël. Le risque, c'est donc le développement d'une nouvelle radicalité chez les jeunes. Elle est déjà à l'œuvre avec l'apparition ces derniers mois, on le disait, de nouveaux mouvements palestiniens, Jenin, Naplouse en particulier, les brigades de Jenin et de Balata, les brigades Yabad, le repère des lions de Naplouse, etc. Ils harcèlent l'armée israélienne avec des actes isolés ou de guérilla et ils communiquent abondamment sur leurs actes via les réseaux sociaux. Ce sont là en fait les germes d'un nouveau soulèvement, une bombe à retardement. Autant la bande de Gaza semble condamnée à rester une forme de ghetto coupé du reste du monde et d'où le Hamas tire périodiquement des roquettes, autant la Cisjordanie, si elle bouge vraiment, peut redevenir un sérieux problème politique pour Israël. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après qui vient clore cette première heure du 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur France Inter. À tout de suite.